Je passe la parole à Ninon Foster pour une intervention sur l'évolution de la relation entre le tribunal de l'Union et la Cour de justice, et même punition, 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir proposé de prendre la parole sur ce sujet passionnant. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé à de nombreuses occasions que l'architecture juridictionnelle de l'Union est une condition indispensable pour assurer l'unité et la cohérence de l'Union européenne. C'est pour cela que lorsque l'on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, j'ai souhaité travailler sur les impacts du transfert de la compétence préjudicielle sur la relation entre le tribunal et la Cour de justice, notamment parce que la compétence préjudicielle a pour objectif central d'assurer la protection de la cohérence et de l'unité dans l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne. Alors, à titre d'introduction, je ferai un bref rappel sur l'évolution des compétences du tribunal et de la Cour de justice. Seule juridiction, la Cour de justice possédait à l'origine de sa création l'exclusivité du pouvoir juridictionnel au niveau supranational, lequel était par ailleurs très large puisqu'il permettait de juger tant de la légalité des actes communautaires que de résoudre les litiges interinstitutionnels, de constater les infractions commises par les États et bien sûr de se prononcer sur les questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité. Cette exclusivité de compétence a fait d'elle une juridiction au pouvoir très important par rapport aux juridictions nationales et internationales, son office étant tout à la fois comparable à celle d'une juridiction administrative, internationale et constitutionnelle. Elle a par ailleurs pu utiliser toute l'étendue de son pouvoir, et Gaël Marty le rappelait ce matin, pour développer une jurisprudence constructive. Pourtant, en 1988, pour la décharger du trop-plein de contentieux qu'elle avait à traiter, il lui a été associé le tribunal de première instance de l'Union européenne. Alors, au-delà des considérations pragmatiques de bonne administration de la justice, la création du tribunal devait aussi assurer une meilleure protection juridictionnelle des justiciables en instaurant un double degré de juridiction. Le tribunal a alors été conçu comme une juridiction de première instance par rapport à la Cour de justice. Depuis, ses pouvoirs n'ont cessé de croître, jusqu'à devenir la juridiction supranationale de droit commun, la Cour de justice étant, quant à elle, plus et de plus en plus conçue comme une juridiction suprême. La relation entre les deux juridictions est ainsi une relation hiérarchisée, les décisions du tribunal pouvant faire l'objet d'un renvoi devant la Cour de justice, d'un pourvoi, devant la Cour de justice sur les questions de droit et jusqu'à la disparition du tribunal de la fonction publique de l'Union d'un réexamen pour les décisions rendues sur pourvoi de la juridiction spécialisée. En outre, si l'on regarde l'architecture du système juridictionnel du point de vue des compétences de chacune des juridictions, on peut considérer ou présenter la Cour de justice, qui est compétente pour traiter de tout type d'affaires, de plus en plus comme une juridiction compétente pour connaître d'un contentieux de nature constitutionnelle, notamment pour toutes les questions institutionnelles, puisqu'elle dispose de la compétence exclusive en matière de recours en manquement, de recours des États contre les actes législatifs, des recours interinstitutionnels, de la compétence pour rendre des avis sur les projets d'accords internationaux et jusqu'à la réforme pour les renvois préjudiciels. Le tribunal, quant à lui, est plutôt compétent pour les contentieux de nature administrative ou exécutive. Alors, le transfert partiel de la compétence préjudicielle pourrait être considéré a priori comme bouleversant cette présentation, puisque le tribunal va exercer une partie de la compétence préjudicielle, souvent présentée comme participant de l'office constitutionnel de la Cour de justice. Or, jusqu'à la réforme, la centralisation de la compétence préjudicielle était conçue dans l'architecture juridictionnelle comme le seul moyen d'assurer aussi les fonctions de cette voie de droit. Ici, j'aimerais citer les conclusions de l'avocat général Ruiz Jarabo Colomer dans l'affaire de Koster, dans lequel il affirmait que la clé du succès de la compétence préjudicielle a résidé dans la centralisation de la fonction interprétative qui facilite l'uniformité. Si d'autres organes y participent, cette unité risque d'être rompue.
lorsque sur une même notion juridique de droit européen apparaîtront des interprétations divergentes des deux juridictions communautaires, le renvoi préjudiciel aura vécu. Alors, ce funeste présage se réalisera-t-il? Doit-on considérer que la protection de l'unité et de la cohérence du droit de l'Union européenne est mise en danger par le transfert partiel de la compétence préjudicielle au tribunal? Bien sûr, la réponse va dépendre de la manière dont la relation entre le tribunal et la Cour de justice est organisée et va être exercée à la suite de cette réforme. Ce qui nous permet de réfléchir au fait de savoir si l'architecture juridictionnelle qui découle de la réforme est toujours en mesure d'assurer l'unité d'interprétation et d'application des traités. Alors, la réponse que je voudrais vous donner est plutôt positive. Oui, bien sûr, cette réforme permettra toujours d'assurer l'unité de l'interprétation et de l'application des traités. Car si la réforme change les contours des compétences du tribunal, ce qui sera étudié aussi dans le cadre de la prochaine intervention, et j'essaierai de ne pas empiéter sur votre présentation, le transfert partiel de la compétence préjudicielle ne bouleverse pas complètement l'architecture juridictionnelle de l'Union. Elle a plutôt tendance à conforter la dynamique engagée depuis plusieurs années de renforcement du tribunal et de présentation de la Cour de justice comme une cour constitutionnelle suprême. D'une part, parce que la maîtrise de la compétence préjudicielle reste dans les mains de la Cour de justice, laquelle est amenée à guider le tribunal. Ensuite, parce que malgré la réforme, la place de la Cour de justice, la Cour de justice sera toujours amenée à se prononcer sur les questions de principe et bénéficiera du droit du dernier mot par le biais de la procédure de réexamen. Ce sera les deux temps de mon propos. Tout d'abord, la réforme prévoit que la compétence préjudicielle du tribunal est guidée par la Cour de justice, et puis ensuite nous verrons pourquoi elle conforte cette place de Cour suprême constitutionnelle. Alors d'abord, une compétence guidée pour deux raisons. Tout d'abord sur le plan procédural, dans la mesure où il appartient à la Cour de justice de déterminer qui du tribunal ou de la Cour de justice exercera la compétence préjudicielle. Pour ce faire, la réforme met en place deux mécanismes en amont de l'examen de la question préjudicielle. Le premier mécanisme est celui d'un guichet unique par lequel toutes les questions préjudicielles seront adressées à la Cour de justice qui sera chargée de les répartir entre le tribunal et elle-même. Alors ici, ce mécanisme est prévu à l'article 50 ter du statut de la Cour de justice. Les conditions, et je n'empiéterai pas sur votre présentation, mais ces conditions devront être précisées par le règlement de procédure, ce qui, sauf erreur de ma part, n'est pas encore le cas. Néanmoins, nous avons quand même quelques indices dans le règlement 2024-2019, puisque le considérant 14 précise qu'à l'issue d'une analyse préliminaire et après avoir entendu le vice-président de la Cour de justice et le premier avocat général, le président de la Cour devrait indiquer au greffe si la demande de décision préjudicielle devait être transmise au tribunal ou s'il convient d'en saisir la réunion générale à laquelle participent tous les juges et avocats généraux de la Cour de justice en vue d'une analyse plus approfondie. Donc, la Cour pourra se réserver la possibilité de traiter une question portant sur l'une des matières transférées au tribunal si cette dernière, avant l'examen du dossier, ne relève pas des domaines de compétences transférés à la Cour ou présente une question de principe, notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure et qui n'est pas dénuée d'ambiguïté. Second mécanisme prévu par la réforme, c'est un mécanisme de réattribution des questions préjudicielles. J'irai vite pour ne pas empiéter. Néanmoins, il y a un point sur ce mécanisme de réattribution qui a un peu attiré mon attention et peut-être vous pourrez m'éclairer. C'est à la fois une possibilité de réattribution donc pendant l'examen du dossier du tribunal vers la Cour de justice, mais également de la Cour de justice vers le tribunal. Alors autant on peut tout à fait, je conçois, mais je ne suis pas praticienne, le cas du tribunal vers la Cour de justice, puisque une question préjudicielle peut poser une question de principe qui se révèle lors de l'examen du dossier, mais la réattribution de la part de la Cour de justice vers le tribunal, alors même que la procédure est passée par la question est passée par le guichet unique, me semble plus improbable. Mais peut-être pourrez-vous m'éclairer sur ce point-là. Alors, aussi un guide
sur le plan procédural, mais aussi jurisprudentiel. Je ne m'attarderai pas sur les domaines spécifiques dans lesquels la compétence préjudicielle a été transférée. Cependant, pour bien comprendre les contours de la relation entre le tribunal et la Cour de justice, on peut considérer que cette compétence du tribunal est secondaire, en ce sens qu'elle est orientée par la jurisprudence antérieure de la Cour de justice. Cela résulte des critères qui président au choix des matières pouvant faire l'objet d'un transfert, à savoir qu'il existe une jurisprudence substantielle permettant d'atteindre un certain niveau de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la règle de droit. A contrario, on peut considérer que la compétence pour traiter des matières qui posent des questions de droit nouvelles, attention, pas des questions de principe, ce sont deux choses qui me semblent être différentes, restera de la compétence de la Cour de justice. Je passe, parce que le temps file, directement à ma deuxième, la moitié, au deuxième temps qui est de ma présentation, qui est de présenter comment, par cette réforme, la place de la Cour de justice en tant que Cour constitutionnelle suprême est renforcée. Le renforcement de ce statut dans l'ordre juridictionnel découle, selon moi, à la fois du réexamen, puisque la Cour de justice aura le dernier mot. Encore faudra-t-il voir comment la Cour de justice exercera son pouvoir de réexamen et si elle change l'exercice, la manière dont elle utilise ce pouvoir par rapport à ce qui était fait précédemment dans le cadre du réexamen des décisions du tribunal rendues en pourvoi, ou est-ce que le fait que la Cour de justice, qu'on soit sur une compétence préjudicielle, modifie ce point-là. Sur le réexamen, je me contenterai de dire, parce que là encore ce sera très précisé par Madame Cazorci, qu'il y a dans le précédent jurisprudentiel une approche plutôt restrictive de l'utilisation du pouvoir de réexamen, à la fois parce que c'est dans l'idée même du réexamen, qui est une procédure exceptionnelle, également parce que la jurisprudence a posé plusieurs critères pour pouvoir justifier l'exercice du pouvoir de réexamen, lesquels ne devraient pas non plus se présenter d'une manière si récurrente dans le cadre de l'exercice par le tribunal de sa compétence préjudicielle. Les 4 critères qui avaient été développés dans l'arrêt Petrilly, puis précisés dans l'arrêt Strack, sont notamment que la décision faisant l'objet du réexamen doit être susceptible de constituer un précédent pour les affaires futures. Le tribunal doit s'être écarté d'une jurisprudence constante de la Cour. Les erreurs commises par le tribunal ne devaient pas relever exclusivement du droit de la fonction publique. Là, on était sur le droit de la fonction publique, mais on pourrait envisager pas uniquement des matières relevant de la compétence préjudicielle du tribunal, mais alors est-ce qu'elles n'auraient pas été considérées comme relevant de la compétence de la Cour déjà lors de l'orientation de la question? Par ailleurs, les règles ou principes méconnus par le tribunal doivent occuper une place particulière dans l'ordre juridique. C'est 3 critères qui ne sont pas cumulatifs, mais qui peuvent restreindre l'exercice de ce pouvoir de réexamen. Mais pour finir, j'aimerais passer un peu plus de temps sur cette notion de question de principe, qui est au cœur de la répartition de la compétence entre la compétence préjudicielle du tribunal et celle de la Cour de justice. Les procédures d'articulation de l'exercice de la compétence préjudicielle, mais aussi le critère du réexamen, précisent que la Cour de justice, garde la maîtrise pour traiter des questions de principe. C'est d'ailleurs ce que précise également l'un des critères d'identification des matières pouvant faire l'objet du transfert, lequel prévoit que ne pourront être transférées que des matières qui soulèvent peu de questions de principe. La volonté derrière l'exclusivité de la compétence de la Cour de justice pour se prononcer sur les questions de principe est, selon moi, de protéger son office de juge constitutionnel. Cela dit, rien ne définit ce qui relève de la catégorie des questions de principe, notion qui n'est donc pas sans ambiguïté. Un développement dans l'abstrait, et en lisant aussi la réforme et les différentes recommandations et différents apports des discussions autour de la réforme, peut être proposée, donc cette réflexion, et que la question de principe est celle qui donne lieu à un arrêt de principe.
lequel peut être défini comme un arrêt dans lequel le juge énonce une règle de portée générale qui aura vocation à régir des cas similaires. À partir de cette définition, il est possible de déduire plusieurs types de questions. Selon une première approche plutôt large, la question de principe est une question nouvelle qui donne lieu à des arrêts proposant pour la première fois une solution. Mais cette interprétation large risque de restreindre l'exercice par le tribunal de sa compétence préjudicielle et par là même ne pas décharger suffisamment la Cour de justice ou remettre en cause la finalité même de la réforme. La seconde approche est plus restrictive et serait de comprendre la notion de question de principe comme une question remarquable, soit en raison du domaine sur lequel elle porte, soit en raison de son objet. Relèvent par exemple des domaines en cause, les questions relatives à la citoyenneté de l'Union, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au marché intérieur, ou encore à l'intégration économique et monétaire. Encore faudrait-il qu'elles soient dans des affaires mixtes, à la fois affaires qui relèvent de la compétence du tribunal, plus un domaine un peu spécifique. Quant à l'objet de la question de principe, il peut porter sur des principes ou des droits ayant un caractère fondamental et transversal, relatifs à la structuration et à la légitimation de l'ordre juridique de l'Union. Tel est le cas, pour ne prendre que quelques exemples, des questions qui portent sur le principe de primauté, du principe d'effet direct, de champ d'application de la Charte des droits fondamentaux ou encore de l'exercice des compétences. Par contre, la question s'était posée, et à mon avis la réforme règle, sur la question de la recevabilité, notamment sur la notion de juridiction. Est-ce que le tribunal pourrait se prononcer, donner sa propre jurisprudence sur la notion de juridiction ? À mon avis, la réforme a répondu à cette question puisqu'elle précise que le tribunal statuera sur les questions de compétence ou de recevabilité soulevées explicitement ou implicitement par la demande de décision préjudicielle qui lui a été transmise. C'est-à-dire, par exemple, sur la notion de juridiction pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de la compétence préjudicielle. C'est bien sûr une interprétation théorique à voir dans quelle mesure, si la notion de juridiction pose une question de principe que la Cour de justice considère devoir régler, elle pourra peut-être, dans le cadre du guichet unique, s'attribuer cette compétence. Alors, les questions de principe peuvent surgir dans des domaines aussi techniques que ceux pour lesquels la compétence préjudicielle a été transférée au tribunal. Et ici, je ne résiste pas à citer Pierre Pescator, qui à l'époque disait que sous les monceaux du charbon et de l'acier brille l'or pur des questions constitutionnelles. À mon avis, il me semble que cette idée vaut pour les différents contentieux européens aujourd'hui. Alors, quelques exemples dans lesquels des affaires déjà traitées, qui relèvent de matières qui ont été transférées au tribunal, pourraient tout de même présenter des questions de principe. Je citerai trois exemples peut-être. L'arrêt Air Transport, qui a permis à la Cour de se prononcer sur l'invocabilité des règles de droit international coutumier dans son contrôle de validité et qui relevait du système, d'une affaire à l'application du système de quotas de gaz à effet de serre. Est-ce que dans l'arrêt Air Transport se posait une question de principe ? À mon avis, à mon sens, on pourrait considérer qu'il s'agissait d'une question de principe. Autre affaire, évidemment, l'arrêt Franson sur le champ d'application de la Charte des droits fondamentaux, mais également, autre affaire importante, l'arrêt Phoenix International, dans lequel se posait la question des limites du pouvoir d'exécution. Il me semble. Est-ce que le juge aurait considéré que cela appartenait, qu'on se posait des questions de principe ? On ne peut pas sonder a posteriori l'esprit du juge. Néanmoins, il me semble ici qu'il s'agit de questions de principe, mais cela fait débat. Et lors d'une conférence au Collège de l'Europe, il y a à peu près un an, il était évident que les différents intervenants n'avaient pas la même position sur le fait de considérer, par exemple, dans le cadre de l'affaire Phoenix International, si dans cette affaire se posait une question de principe qui aurait justifié que la Cour de justice exerce sa compétence préjudicielle et n'attribue pas la question préjudicielle au tribunal. Alors, pour conclure, je serai dans les temps, je conclurai en précisant que le transfert partiel de la compétence préjudicielle à la Cour de justice ne constitue pas une rupture dans la conception de l'architecture juridictionnelle de l'Union européenne, mais plutôt une continuité
dans laquelle la Cour de justice garde son statut et le tribunal, en faisant évoluer ses compétences, prend toute la place que lui attribue la révision, même depuis Nice, la place qui était prévue par le traité. L'important ici est que la Cour de justice restera la garante de l'unité juridique du système, tandis que le tribunal aura vocation à devenir un juge spécialisé dans le cas d'une compétence qui, normalement, se conçoit comme relevant de l'office constitutionnel, ce qu'on peut d'ailleurs remettre en cause dans le cas des matières qui ont été transférées. En tout cas, dans des matières qui exigent de moins en moins d'intervention normative du juge. C'est peut-être là le cœur de la relation. Tout ce qui relève du pouvoir créateur du juge avec une intervention normative importante sur des questions d'ordre constitutionnel reste de la compétence de la Cour. Et le reste peut peu à peu être transféré au tribunal. Je vous remercie.